Bonjour et bienvenue pour ce 29e épisode de Une histoire de l'informatique moderne. Et oui, c'est le dernier épisode de notre série et je vais essayer de conclure, de vous offrir une sorte de conclusion générale suite à cette aventure que nous avons passée ensemble parce que bon, 29 épisodes quand même, j'ai envie de dire, ça crée des liens. Alors, l'impossible conclusion, impossible pour moi parce que d'abord, j'avais pas envie de conclure, j'avais pas envie que ça finisse, j'avais envie que ça continue, mais bon, ça n'aurait pas été raisonnable. On aurait commencé à délayer et ça aurait été moins intéressant et vous méritez pas ça. Donc, on va se concentrer. Alors, dans un premier temps, j'avais imaginé par exemple de passer en revue les dates clés, les événements clés, les éléments pivots de cette histoire, mais non, ça, c'est pas la peine. On l'a déjà fait, on l'a déjà dit, ce serait une redite. On va plutôt se concentrer sur la vraie valeur ajoutée de cette série d'épisodes, c'est-à-dire les enseignements. L'histoire de l'informatique, on peut la voir de plusieurs façons, hein. On peut se pencher sur le quoi, qu'est-ce qui est arrivé, sur le comment, comment ça s'est déroulé, mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le pourquoi, c'est-à-dire quelles sont les règles, quels sont les facteurs qui ont fait que ça s'est déroulé de la façon qu'on a connue. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans l'étude de l'histoire, c'est d'arriver à comprendre ce qui s'est passé de façon à mieux anticiper ce qui peut nous arriver au présent et au futur. Comme le disait Raymond Aron, que j'ai mis en citation ici, l'ignorance et la bêtise sont des facteurs considérables de l'histoire et c'est précisément ce qu'on essaye d'éviter ici, l'ignorance et la bêtise. Donc on va se concentrer sur les enseignements qui sont utiles au quotidien. Donc quelques enseignements, pas énormément, mais quelques-uns, significatifs et bien sentis, qui sont à leur façon des vraies conclusions de tout ce déroulé, de tous ces épisodes. Le premier enseignement, c'est, oh quelle surprise, il n'y a rien à attendre des médias. Alors, je parle des médias spécialisés dans la tech, évidemment. Et là, pourquoi? Parce que les médias sont l'organe principal de la propagande, de la vaste propagande marketing qui est martelée continuellement en direction des utilisateurs, en direction de ceux qui payent. Et donc si on a une succession de modes absurdes, eh bien c'est grâce, ou plus exactement à cause, des médias. Et alors bon, on peut pointer du doigt comme ça, mais c'est mieux de démontrer. Or, tout récemment, j'ai eu une preuve, j'ai eu une démonstration que les médias nous donnent qu'une information biaisée, très biaisée, complètement orientée, avec un agenda toujours sur le sensationnel et laissant de côté les éléments factuels qui sont nécessaires pour l'analyse. Et donc là, j'ai mis deux coupures de presse, une de l'usine digitale et puis l'autre de Café Tech, qui portent sur le même sujet, à savoir l'actualité récente, toute récente d'OpenAI. Et l'usine digitale choisit de mettre l'accent sur le fait que, je cite, OpenAI a vu ses revenus exploser en août et franchir la barre des 300 millions de dollars, une augmentation de 1700% de ses revenus, nanana, nanana. OpenAI peut se targuer d'être une véritable réussite, surfant habilement sur la vague de l'IA générative. Enfin bon, vous voyez le truc. Mais en fait, ça, l'augmentation des revenus, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que quand on se penche sur l'analyse de Café Tech, les pertes abyssales d'OpenAI, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ces deux articles se basent sur la même source, c'est-à-dire un article fleuve du New York Times tout récent qui analysait justement à la fois l'explosion des revenus mensuels d'OpenAI et également les autres chiffres. Et il s'avère que OpenAI en fait est un gouffre de pertes parce que pour chaque dollar de revenus
qui est réalisé, eh bien, il y a au moins 2 dollars et demi de frais, principalement de ressources cloud, qui sont dépensés. Donc, plus le chiffre d'affaires d'OpenAI va augmenter, s'ils n'arrivent pas à optimiser, et pour le moment, ils creuseraient plutôt encore le trou que d'arriver à optimiser, eh bien, ils vont être obligés de lever continuellement de l'argent pour compenser ces pertes. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard. 2 jours après, l'usine digitale, toujours eux, mettait en avant cette tête à claque de Sam Altman. Moi, je le déteste, hein, je vous en ai pas fait mystère. Ce type-là, pour moi, c'est un nocif de dernier degré et il finira comme SBF. Enfin bon. Donc là encore, ils mettent en avant comme si c'était une réussite formidable. qu'OpenAI venait de lever 6,6 milliards de dollars pour une valorisation totale de 157 milliards. Oh là là, c'est merveilleux, la coqueluche de la tech. Ben oui, ben évidemment, quand on creuse un tel trou, il faut arriver à le remplir. Et si on a des partenaires assez bêtes pour être d'accord de déverser des milliards de dollars dans ce trou sans fin, eh bien autant en profiter. Mais rien, aucune analyse dans ce sens dans les articles de l'usine digitale, dont je pensais jusque-là que c'était une source sérieuse, et il faut aller sur des sources un peu plus marginales comme Café Tech pour avoir des informations un peu plus précises et un peu plus réalistes. Donc il n'y a rien à attendre des médias, rien de positif, rien de précis, rien de véridique dans l'évolution de la tech, puisque ce sont eux-mêmes des participants engagés et même intéressés à cette propagande et cette succession de news, de modes. Donc voilà, vous êtes prévenus, le premier enseignement, c'est celui-là. Les médias, bah, c'est comme dans les autres domaines, c'est une des sources du problème. On vient de dire rien à attendre des grands médias, mais rien à attendre non plus des grands acteurs. C'est-à-dire, par exemple, on prend Google. Alors Google, il y a encore quelques années, leur motto, leur devise, c'était Don't be evil, c'est-à-dire sois pas méchant, sois pas maléfique, etc., etc. Bon, maintenant, ils ne le disent plus. Ils ne le disent plus parce que justement, ils se comportent comme les derniers des rapias. Ils font des pubs envahissantes sur YouTube. Ils empêchent l'utilisation des bloqueurs de pubs, etc. Mais l'erreur, ce serait de croire que c'est nouveau. En fait, ça fait longtemps que Google se comporte ainsi. Il n'y a que les naïfs qui s'en sont pas rendus compte dès 2005. Dès 2005, donc ça remonte à presque 20 ans maintenant. Dès 2005, Google avait déjà cette attitude avec son offre de publicité. Si vous souscriviez à l'offre de publicité de Google, effectivement, tout de suite, par exemple, pour promouvoir votre site, tout de suite, il était dans les premiers résultats et c'était merveilleux. Mais dès que vous arrêtiez de payer, bien là, le référencement de votre site dégringolait complètement. Donc, il ne faut pas être naïf. Ces gens-là sont là pour le profit et plus ils en réalisent et plus ils en veulent. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une attitude de type communiste. Moi, je serais vraiment le dernier à qui on pourrait dire ça. Mais je constate que le capitalisme débridé, c'est vraiment pas bon non plus. Et c'est pour ça que je milite le plus possible pour justement le développement de l'open source. Bon, pas besoin d'en dire également sur Microsoft, hein, on a deviné, on sait bien, Microsoft, on les connaît depuis longtemps. Ils ont beau racheter GitHub par exemple, bah, ce sont toujours les mêmes au fond d'eux. Troisième enseignement, ça va en décevoir beaucoup, mais c'est un enseignement qui date d'il y a longtemps, des années 60. On voit ici Fred Brooks faire une conférence. Alors Fred Brooks, vous avez deviné, hein, c'est un de mes favoris. J'aime beaucoup ce qu'il a écrit. Parce que justement, tous les enseignements sur les grands projets logiciels, bah, c'est Fred Brooks qui les a affrontés, j'ai envie de dire, parmi les premiers, et qu'on a tiré les enseignements et qui a écrit dessus.
parmi les leçons de Fred Brooks, c'est There is no silver bullet. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin, on ne peut pas, ça ne sert à rien d'attendre une balle magique. C'est-à-dire un outil formidable qui résoudrait tout, qui ferait tout à la fois à votre place et qui vous tirerait de tous les problèmes. Ça n'a pas existé par le passé et ça n'existera pas dans le futur. Alors bien sûr, on peut me dire, mais si, justement, on est en train de vivre ça avec les générateurs de code grâce à l'IA générative, etc., etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous ceux qui sont un peu sérieux savent que ce code-là, il faut le réviser beaucoup. Donc son utilité, son bénéfice reste douteux. Mais de toute façon générale, c'est un enseignement qui s'est vérifié décennie après décennie. Donc on peut y croire. C'est quelque chose qui n'a jamais été contredit pour le moment. There is no silver bullet, c'est-à-dire il n'y aura pas de solution magique qui va apparaître comme ça soudainement au grand soulagement de tous ceux qui sont embrinqués dans des projets trop gros. Ou même d'ailleurs des projets de taille moyenne. Et on en vient à notre quatrième enseignement, peut-être le plus important de tous parce qu'on l'oublie continuellement, c'est le facteur humain reste déterminant dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans le domaine de la sécurité, parce que vous pouvez mettre en place n'importe quel système. S'il est trop contraignant, s'il génère trop de faux positifs, les gens vont le contourner ou vont annuler les dispositifs pour pouvoir être tranquilles. Le facteur humain reste déterminant dans les projets de développement. Si vous confiez un cahier des charges à un développeur en lui disant combien de temps vous faut-il pour faire ça avec une autre personne, il ne va pas vous demander qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser comme outil ou quel est l'objet du projet, etc. La première question qu'il va vous demander, c'est quelle est l'autre personne? Parce qu'effectivement, lui, il sait bien que le facteur humain reste et toujours déterminant. Donc, jamais négliger le facteur humain, que ce soit en sécurité, que ce soit en développement, que ce soit en interface, que ce soit en relation globale du travail, etc., etc. C'est le facteur humain qui nous limite et il faut bien finir par l'admettre. Voilà, 4 enseignements principaux. C'est bien suffisant si on arrive à les retenir, si on arrive à les appliquer. Et on va finir, c'est une sorte de cadeau, par une prédiction forte. On va s'engager et je vais vous proposer un développement futur, pas si lointain, ça va arriver relativement vite, et puis on verra bien si j'ai raison ou pas. C'est OpenAI finira comme FTX, tout simplement. C'est-à-dire toutes les grandes faillites, scandales de ces dernières années, en fait, se ressemblent. Que ce soit Wirecard, WeWork, FTX, etc. Pendant des années, on crie au génie jusqu'à ce qu'on réalise que c'est creux, vide, une fraude. C'est pareil. C'est pareil pour OpenAI. Pour le moment, OpenAI, ils ne fraudent pas tellement, ils escroquent pas les gens, mais ils creusent un trou énorme, un peu comme WeWork. Et à un moment, ça va se révéler. Et quand ça va se révéler, ça va être un gros tremblement de terre, ça va faire des dégâts. Et un type comme Sam Altman, mon petit préféré là, je le vois bien finir en prison comme SBF. Ça ne m'étonnerait pas. Ce serait une fin juste morale en quelque sorte. Alors il ne faut pas se tromper non plus sur Sam Altman. C'est pas un génie technique. Au niveau technique, c'est une bille. C'est pas lui qui fait les larges modèles de langage. Lui, c'est un homme d'affaires. Que ce soit de l'IA, que ce soit de la crypto ou n'importe quoi, il prendrait tout et n'importe quoi pour être sur le devant de la scène. Donc c'est pour ça qu'il entraîne ses partenaires dans une danse macabre qui finira tout en bas de ce puits sans fond et que ça finira mal, c'est normal. Et pourquoi est-ce que on est dans cette situation que des types comme SBF ou Sam Altman arrivent à mener tous les gens par le bout du nez? Parce qu'il y a des modes absurdes qui se succèdent, parce que la crise s'est installée depuis quelques années, et on en a un exemple avec Intel. Intel qui paraissait inamovible, aujourd'hui est au plus mal, avec une valorisation
divisé au minimum par 5, voire plus. Intel qui pourrait éventuellement se faire racheter par un concurrent. Bon, ça, j'y crois pas trop. Mais Intel qui est obligé de mettre en place des plans drastiques de redressement. C'est pour ça qu'on a une vague de licenciements. Une vague de licenciements que j'avais prévue et annoncée dans ce livre, La crise de l'IT des années 2020, qui est sorti il y a 2 ans, où je disais, bon ben voilà, la crise s'est installée et ça va avoir des conséquences. J'avais annoncé la vague des licenciements, mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi forte. Et d'ailleurs, ça, c'est une constante, c'est qu'on est toujours plus raisonnable que ce qui se passe en réalité. La réalité dépasse toujours la fiction. Donc on est dans une crise grave. Cette crise a pour origine, pour déclencheur, plus exactement, l'arrêt de la vérification de la loi de Moore. C'est-à-dire, tout d'un coup, on s'est retrouvé les pieds dans le vide. Auparavant, c'était confortable, une situation de progrès automatique. Tous les 2 ans, bing, on avait une progression de capacité prévisible et ça fonctionnait. Et puis tout d'un coup, ça ne s'est plus vérifié. Et donc tous les modèles sur lesquels on s'appuyait n'étaient plus valides. Par exemple, Intel, pour citer encore celui-là, ne faisait de la R&D que dans le sens de l'accroissement de la densité. Alors qu'il fallait regarder ailleurs, il fallait commencer à explorer d'autres chemins, comme l'a fait ARM, et d'où le succès aujourd'hui d'ARM. Les choses sont jamais figées. Ça aussi, c'est un enseignement qu'il faut garder en tête. Ceux qui sont dans une position dominante aujourd'hui, il n'y a rien de garanti. Pour toujours, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on est dominé, écrasé par les GAFAM comme Google, Microsoft, Apple, etc. Ils peuvent être remplacés, complètement remplacés, d'ici 15-20 ans. Et ça passe vite, croyez-moi. Donc l'histoire continue son cours. Elle est toujours aussi passionnante, mais avec inévitablement du changement, pas du changement rapide, mais du changement incontournable. Voilà. Merci pour votre attention et votre fidélité. Merci de m'avoir accompagné pendant tous ces épisodes. Un grand merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires et des encouragements. Et pour finir, un merci spécial à mon fils Val qui a revu et validé tous les épisodes. Si un épisode était publié, c'est parce que j'avais son aval. Combien de fois il m'a fait refaire les enregistrements ou même modifier des slides parce que le contenu n'était pas à la hauteur de l'objectif de qualité qu'on s'était fixé. Donc si le contenu vous a plu, c'est aussi grâce à lui et je voulais là le remercier publiquement au moment de conclure ce grand chapitre, ce grand projet qui m'a occupé pendant des mois, mais j'ai adoré faire ça avec vous et pour vous. Merci encore.